L'émission a commencé. Non, ça c'est le pré-roll, là, on fait le pré-roll. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Drapeau Rouge, le deuxième épisode de ce podcast magnifique sur le cinéma. Je suis Florian Hepp, à mes côtés Guillaume-André Petit. C'est moi. Bienvenue, et aujourd'hui nous sommes avec Sergio qui va vous répondre tout de suite. Jingle. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Et oui, l'émission a commencé, bonjour, bienvenue, c'est le deuxième épisode de Drapeau Rouge. Aujourd'hui, émission grandiloquente, c'est pas le mot que je voulais dire, mais je vais l'employer quand même, puisqu'on va parler de deux films, un qui est sorti récemment, 28 ans plus tard, de Danny Boyle, et Solaris, de Tarkovsky dans un deuxième temps. Ça va être quelque chose. Et aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, je suis avec, comme d'habitude, Guillaume-André Petit. Mais oui. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés de Sergio. Bonjour, Sergio. Bonjour tout le monde. Très content d'être là pour parler avec vous du coup de ces deux films. Et oui, ça va être fabuleux. Est-ce que tu peux lui passer le mic le temps Je peux lui passer le mic. On a un petit problème de matériel aujourd'hui. Nous avons que 2 micros pour 3 personnes. On va faire des économies. Mais Sergio, du coup, bienvenue. Tu vas nous balancer ton petit top 4 Letterboxd. Okay. Ça va être très concis, ne vous inquiétez pas. Ouais, je vais essayer d'être concis. Top 4 Letterboxd. Est-ce que je peux dire 2-3 phrases quand même? Oui, histoire de synthétiser. Ok. En fait, tu dis ce que tu veux, mais à un moment donné, je vais faire stop. Ok. C'est quoi en vrai, c'est bien, on va garder cette idée. Si tu sens que c'est trop lent, limite, dis-le moi. Le premier, du coup. Ah, purée, c'est dur en fait, parce qu'il faut quand même situer tout un contexte à chaque fois quand tu choisis les films. Non, ok. C'est juste vraiment pour donner une idée. Rapport à l'enfance, le film qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, je n'aurais pas aimé les 3 autres films de la liste sans celui-là, donc je le dis quand même, Last Action Hero de John McTiernan. Ok. Un film qui parle de cinéma. C'est un film d'action aussi, Arnold Schwarzenegger, bref, beaucoup de raisons qui font que je l'aimais quand j'étais petit, okay. Encore plus aujourd'hui, tout ça, donc voilà, c'est le premier, je suis un peu obligé de le mettre, ce serait de la malhonnêteté de ne pas le mettre, quel est le deuxième? Il m'a matrixé, très bien tourné. Le deuxième, c'est Made in Hong Kong de Fruit Chan, c'est un réalisateur pas très connu en vrai, hongkongais, qui a fait quelques films, je crois qu'il est plus trop en activité maintenant. On pense à lui. Comment? On pense à lui, ouais, complètement. Tu sois Fruit. Une sorte de... Comment dire? Quelqu'un l'avait décrit comme ça, je pense que je vais juste me contenter de dire ça, mais un peu un Wong Kar-wai énervé. Okay. On va dire ça comme ça. Intéressant. Et beaucoup plus anarchiste, on va dire. Ok. Entre guillemets. Donc Last Action Hero, Made in Hong Kong. Oui, tout à fait. Et troisième, Voyage à 2 de Stanley Donen. J'adore aussi, c'est un de mes films préférés, pareil, c'est surtout, du coup, c'est de Stanley Donen, c'est une espèce de road trip dans la France avec Audrey Hepburn et Albert Finney, et c'est surtout écrit par Frédéric Raphael, qui est à mes yeux un des plus grands scénaristes de tous les temps, mais il n'a pas fait grand. Ça s'entend. Il n'a pas fait beaucoup de films, il en a fait 6 ou 7, mais il y a comme une espèce les plus grands. Ouais. Comme un certain réalisateur dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Et il y a une espèce de logique dans son... parcours de cinéma, parce que du coup, tu le sais aussi, mais Voyage à 2 est c'est entre guillemets premier film, et son dernier film est Eyes Wide Shut. Ouais. Et j'ai toujours vu beaucoup de liens et de maturité entre les deux films, etc. Donc voilà. Et ton quatrième place, évidemment. Et quatrième, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui. Je peux pas te le dire. Oui. Nous sommes tant aimés de Ettore Scola, film italien. Du coup, très très bien. Sublime. Un film parfait à mes yeux. Un film qui c'est bien parce que chaque personnage dit exactement ce qui doit être raconté de la condition sociale de ces personnages. Je sais pas comment dire. Il y en a un peu pour tous les goûts et chaque personnage raconte vraiment un type de trajectoire qu'ont eu un type d'individu dans ces années-là après la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc oui, c'est Ettore Scola écrit par 2 scénaristes et lui. C'est absolument incroyable. Okay. En tout cas, on voit Tu aimes les films qui parlent de tranches de vie. Oui. Et en parlant de tranches de vie, des tranches d'êtres humains. Waouh, très très belle transition. Tranches d'êtres humains dans 28 ans plus tard de Danny Boyle, la suite de 28 jours plus tard. Oh, je n'ai pas sorti mes notes. Et attendez, public. Suite de 28 semaines plus tard aussi. Oui, bien sûr. De Juan Carlos Fresnadillo, je l'ai noté parce que... Ouais, mais je déteste ce film. Et je l'ai pas vu. 28 semaines plus tard, je trouve ça vraiment nul. En fait, je trouve que l'originalité du film de zombie de 28 jours plus tard est totalement
annihilé pour faire un film de zombies, de zombies, un film de zombies, film de zombies des années 2000 classique. Ok. Et franchement, vous pouvez vous en passer. Mais je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien ce film. Je comprends pas trop pourquoi il a aussi bonne presse. Après, peut-être que moi, 28 jours plus tard, c'est important. C'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu dans ma vie. C'était à l'occasion d'une pyjama party, figurez-vous. J'étais très jeune. Je crois que bien sûr, je crois que j'avais. Je sais même pas si j'étais au collège. Je crois que j'étais au primaire. Ouais. Pyjama party chez qui? Elle s'appelait Asia. Okay. Ouais. On pense à Asia. Et on était Asia, où que tu sois, on pense à toi. Et on était genre 7 ou 8 et on avait regardé 2 films. On avait regardé 28 jours plus tard et Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Ok, bah, Et- alors, moi du coup 28 jours plus tard, je l'ai découvert un peu plus tard que toi. Tu as découvert 28 ans plus tard. Quand même. 28 ans plus tard, exactement. Parce que je l'ai découvert hier, donc voilà, Ah oui, donc pour ouais. l'anecdote. Vous avez les 2 spectres. Oui, un peu dans la même école du coup. T'as pardon? Même école que Guigui a découvert 28 ans plus tard. Donc, Ouais, donc C'est beau. ouais, donc vous n'avez pas d'attache particulière Pas au du film, contrairement à moi. Mais je me souviens qu'à l'époque, je comprenais rien au cinéma, hein, évidemment. Mais ce film m'avait marqué, justement parce qu'il y avait déjà cette utilisation de caméra DV. On rentre dans le vif du sujet. Le film est tourné entièrement en digital. À l'époque, ça se faisait pas du tout. Et en plus, il avait utilisé les pires caméras DV. En fait, c'était des caméras que tu trouvais limite en supermarché à 60 balles, quoi. Ce qui était pour forcer le côté réaliste. Et je sais pas, j'ai pas vu d'interview de Danny Boyle, mais je pense que ça a du sens dans la mesure où je pense qu'il voulait que l'image ait pu être tournée, que ce soit des images qu'on ait l'habitude de voir aux infos Oui. ou des trucs comme ça. Oui, exactement. Et du coup, ça a du sens que 28 ans plus tard soit fait à l'iPhone aujourd'hui, pour la même raison, qui fait qu'en fait, c'est des images du coup qu'on voit pareil. Aujourd'hui, les images d'horreur qu'on voit tous les jours sont filmées à l'iPhone. Donc il y a un sens là-dedans. C'est pas que de la posture, je trouve. Mais c'est un peu toute la carrière de Danny Boyle. C'est un peu un mélange entre posture et génie. oui. C'est pour ça que moi, je le mets pas dans mes réalisateurs préférés. C'est un réalisateur pour qui j'ai énormément d'attaches. J'ai suivi toute sa carrière avec attention. Dès qu'il sort un film, à part l'horrible Yesterday, je trouve que il est pas si horrible, j'avoue, j'abuse. En plus, j'abuse. Après, c'est peut-être moi le passionné des Beatles, peut-être qui parle. Oui, moi, mais- je déteste les Beatles. Ah oui, c'est ça. Enfin, c'est pas que je déteste pas. Je déteste pas, mais j'ai une Je déteste indifférence. le rock. Je déteste le rock et j'ai une indifférence profonde pour les Beatles. Mais force à eux, et je reconnais que c'est quand même une belle. C'est un beau groupe de musique, j'imagine. Je Je plaisante. pense, ils sont un peu connus. Mais mais Yesterday, je te trouve un tout petit peu dur. Non, oui, je suis dur. Mais- En plus, le film est ultra pas si détesté. mauvais. Et moi, justement, je trouve pas le film si horrible. Il est défendable. Il est défendable. C'est une petite comédie à l'anglaise, un peu. Certes, ça fait un peu téléfilm. Oui, tout à fait. C'est un peu niais, un peu ridicule. Et c'était son dernier, je crois, Oui. il me semble. Oui. Donc ça fait longtemps. Mais ouais, Oui, c'était son il a été dernier, un oui. peu, wanted avec ce film, quoi. Ça avait fait un méga bid et du coup, c'était quoi, 2016, 17 C'est 2000. Ah non, c'est 19, t'as raison, c'est 19, plus tard, Je ouais. crois que c'est un peu plus tard, c'est C'est avant plus Covid, tard. mais Ouais, c'était avant Covid. Mais alors, Donc- il a eu un passage du désert. Alors, ça veut dire qu'il a été dans le désert pendant au moins 5 ans, Ouais. le temps de tourner un autre film et tout. Est-ce qu'il a des dettes? Est-ce que. et en plus là, ça a été un peu bordélique. Enfin, la suite de 28 jours plus tard, ils en parlent avec Alex Garland, du coup le scénariste. Ouais. Ils en parlent depuis des années. Enfin, de ce que j'ai compris, ils étaient fâchés. Machin, c'était un peu. Ouais, c'est très compliqué. parce que pour mettre en contexte, Alex Garland, c'est son scénariste. Alex Garland qui est maintenant réalisateur, qui a réalisé Civil War, Men, Annihilation et Ex Machina. À la base, était un romancier et scénariste, et notamment sur les films de Danny Boyle. Donc, c'est Alex Garland qui a écrit 28 jours plus tard, qui a écrit Sunshine, qui a écrit La Plage. Je crois même que La Plage, c'est un roman d'Alex Garland qu'ils ont adapté au cinéma avec lui. D'accord. Donc, à la base, Alex Garland, C'est un romancier à la base. Ouais, donc ça, c'est. Et ils sont embrouillés, je crois, après Sunshine. Ok. Donc Alex Garland a fait ses propres films et maintenant est revenu en tant que réalisateur. Mais là, pour 28 ans plus tard, du coup, vu que de toute façon, c'était censé être une trilogie depuis le début. Et donc là, ils l'ont fini, pas 28 ans plus tard, mais quasiment. Alors, est-ce que c'est pour ça, du coup, que
alors le film, là, 28 ans plus tard, a l'air de teaser le fait qu'il va y en avoir d'autres. Ouais, là, il débute une nouvelle trilogie. Ouais, bah ça c'est ce qui m'a un peu gavé. J'avoue que je savais pas du tout. Quand je suis allé voir le film, je pensais que c'était la fin qui concluait un arc et en fait non. Voilà, donc sachez-le, auditeur. C'est le début d'une nouvelle. C'est le début d'une énième trilogie. Après, on parle déjà de la scène de fin, mais du coup, mais non, il n'y Non, a pas d'ordre particulier, ouais. mais moi j'ai plutôt apprécié. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait j'ai plutôt apprécié la boucle avec la première. Non, scène, la boucle est super, mais le côté un peu teasing, ça m'a un peu exaspéré. C'est un côté teasing, mais s'il n'y a pas de film après, il y en aura. Mais il y a un film après. Oui, il y a, parce qu'ils ont déjà tourné même, il me semble. Bon. Ouais. Donc, mais s'il n'y a pas de film après ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas. Ah non, oui, bien sûr, oui, teasing, mais sans. Enfin, je sais pas comment. Bah, c'est pour. On n'est pas en scène post-générique Marvel, quoi. Non, c'est clair, parce que si on enlève la scène de fin, le film se tient complètement. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est dommage, parce que moi, pour le coup, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai même vraiment beaucoup aimé. Et je trouvais que ça se tenait vraiment bien. Et là, le fait de voir que c'est encore... Bon, après, c'est méta-filmique, c'est pas le film, on parle de l'industrie et tout, mais de voir que c'est encore un truc qu'ils vont étirer et qu'il va falloir aller voir tous les ans... Oui, ça me fatigue un peu. Je pense qu'en fait, les 3/4 des réalisateurs maintenant sont obligés de repartir sur leurs anciens chefs-d'œuvre. En fait, c'est comme un espèce de cycle de. Enfin, j'ai pas d'exemple précis là. Après, Danny Boyle avait déjà fait une suite de son en 2017 pour le coup, 16. Oh, je dis n'importe quoi avec les années, oubliez tout. Mais en tout cas, il avait fait dans la dernière décennie. Voilà, Trainspotting 2. Qui était déjà casse-gueule à l'époque quand il l'a annoncé, et il a réussi à en faire quelque chose d'ultra intéressant. J'aime beaucoup Trainspotting 2, peut-être même plus que le premier, si je suis honnête. Et là, encore une fois, c'était casse-gueule, et je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose d'intéressant et à renouveler le propos de 28 jours plus tard à l'époque, et d'en faire quelque chose de... Oui. En fait, je suis d'accord, mais limite, c'est peut-être que c'est un peu pas le problème maintenant, mais je pense que ça a l'air d'être un film qui est très à charge contre beaucoup de choses. J'ai trouvé, même si du coup j'ai plutôt bien aimé, en vrai, comme toi, peut-être un peu moins quand même, mais je trouvais ça très beau, c'est très bien filmé, et le propos est assez intéressant, on va dire, même si je pense un peu casse-gueule. En fait, je pense que le problème d'un film comme ça, c'est qu'il vient après une décennie, voire deux, de surexploitation de gore et de zombies et de scènes un petit peu grandiloquentes, on va dire, pour pas dire surviolentes, quoi. Et du coup, lui, il arrive au milieu de ça, et je pense qu'il sait pas trop comment filmer ça au début, tu vois. D'où peut-être le choix de l'iPhone ou de ces espèces de plans en 360 un peu bizarres, etc. C'est qu'il s'est dit, il faut que je réfléchisse à une nouvelle façon d'esthétiser quelque chose qui, depuis 20 ans, a été suresthétisé, quoi. Et c'est vrai que du coup, au moins pour le coup, il se renouvelle, oui. Là, oui, il se renouvelle. Enfin, il se renouvelle. Il filme même par exemple les morts des zombies, etc. Il les filme d'une façon qui n'a pas été faite. Et j'ai trouvé ça plutôt bien, en vrai. Et plein de bons points, même au niveau de la réal. Après, je pense quand même que c'est presque un malus, en fait, de faire un film de zombies maintenant. Je sais pas comment dire. Il y en a eu tellement que... Le propos, c'est dur de renouveler le propos d'un film de zombie maintenant, parce que c'est bon, je pense que les 3/4 des gens ont déjà un peu compris que le zombie, c'est la consommation, c'est ceci, c'est cela. Donc tu vois, pour oui, renouveler ça... Oui, mais justement, là où il le renouvelle, et là où... En fait, il ne prend plus, parce qu'à l'époque, les zombies de Romero, etc., la masse des zombies était comparable à la masse des gens qui étaient, on va dire, aliénés par la consommation. Là où je trouve que dans 28 jours plus tard et dans 28 ans, enfin surtout dans 28 ans, c'est aussi le fait que les zombies courent, ce qui peut paraître comme un détail, mais qui en fait fait quelque chose d'autre, et au contraire de l'annihilation, de l'aliénation humaine, il en fait une race d'animaux. Ouais, c'est très animal. Et du coup, il renouvelle le propos du zombie sur un truc de théorie de l'évolution. Ah oui, c'est un vrai. peu comme un de mes romans préférés de science-fiction, qui est Je suis une légende de Richard Matheson, qui n'a rien à voir avec le film. Oui. Enfin, celui avec Charleston, si. Oui, mais j'ai pas vu celui-là, mais qui parle du vampire comme d'une nouvelle évolution de l'être humain, et comme d'une race à part, en fait. Et là, on a des plans très très beaux sur des zombies dans les champs,
dans des grandes étendues, des plans ultra poétiques qui sont filmés en fait comme des vaches. Oui. Ça pourrait être des vaches ou des chevaux qui sont à l'air libre dans leur état naturel. Ouais, c'est vrai. Et donc, il y a quelque chose de... Et c'est pour ça que j'ai vu aussi pas mal de droitards dire que 28 ans plus tard était woke, ce qui est quand même fou. Ce qui est quand même fou. Mais je pense que c'est peut-être pour ce côté un peu de... j'ai pas... Au début, j'en parlais avec quelqu'un, et au début, on se disait, mais quoi ? Et du coup, on a cherché, on a parlé du film, et je pense que c'est pour ce côté un peu... parce qu'il y a le personnage de Ralph Fiennes aussi à la fin, qui est dans un discours, qui est dans un discours plus protecteur. Le personnage de Ralph Fiennes ne tue pas les zombies, il les gère comme des animaux sauvages en fait, comme un... Et ça j'ai beaucoup aimé en vrai pour le coup. Oui, non, mais d'ailleurs le personnage de Ralph Fiennes le dit même, lui, que ce soit humain ou zombie, c'est pour lui c'est la même chose et il les traite de la même manière. C'est ça. Dans ce qu'il fait. Et en vrai c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est ce côté c'est l'amour du vivant. Et c'est là qu'il est un peu révolutionnaire. Là, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait des guillemets avec les doigts et j'ai levé les yeux au ciel. Il a fait une Chirac. Voilà, j'ai fait une Chirac, mais c'est là où il est un petit peu révolutionnaire. Ouais, j'ai mis les guillemets à l'oral. Mais c'est que en fait, il fait du mort-vivant, du vivant. Comme une espèce avec laquelle les hommes sont obligés de cohabiter. Et en même temps, sans pour autant enlever le côté violent du zombie, mais comme un lion ou un tigre dans la nature t'attaquerait, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a même le moment aussi où le père amène son gosse un peu en safari. Oui, c'est un peu un safari. Mais en fait, c'est clair. C'est vrai que c'est une belle représentation. Ouais, c'est ça. C'est un peu, regarde... Ils prennent des arcs et des flèches et on va te montrer, regarde, ça c'est telle race de zombies, ça c'est telle race de zombies, et on leur tire dessus, c'est marrant, comme un père emmène son fils à la chasse. Non, en fait, grave d'accord, c'est drôle parce que du coup, le 28 ans plus tard, au final, tu t'arrives face à des gens qui se sont grave acclimatés des zombies et qui en ont. Enfin, qui le voient, comme tu dis, en fait, t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça, mais qui le voient comme une nouvelle race. Tu vois, c'est une nouvelle étape de l'évolution, entre guillemets, c'est des animaux qui sont beaucoup plus. Anthropomorphes que d'autres, mais qui sont... Ouais, non, c'est vrai. Et pas considéré, du coup... Peut-être que... Est-ce que le film est antispéciste ? En vrai, Est-ce que 28 ans plus tard est antispéciste ? Je pense sincèrement, parce que je me suis fait une réflexion par rapport à ça. Bon, alors déjà, il y a tout le truc de l'alpha, etc., qui est un petit peu... Enfin, tu sais, moi, il me semble peut-être que j'ai confondu, mais en même temps, il y a tellement de plans à la seconde dans le film. Oui. Je crois qu'il y a un espèce de plan assez joli entre un alpha et un autre zombie, qui sont un peu tout seuls, excentrés, donc avec l'herbe, etc. Enfin, on aurait vraiment dit un espèce d'Adam et Ève, mais version, voilà quoi. Après, ça, c'est l'imagerie Alex Garland un peu balourde. Mais je crois que j'ai un peu bien aimé, et surtout le côté... le truc qui m'a le plus intéressé, limite, c'est la partie avec Ralph Fiennes, parce que... Bon, du coup, désolé, j'arrive tout de suite à Ralph Fiennes, mais j'ai beaucoup aimé, en fait, le fait que, du coup, quand j'étais en salle, j'étais avec des amis, tout ça, et en gros il y a la scène donc où il comment dire ça, il nettoie le crâne d'un personnage pour le poser sur une espèce de statuaire qui rend hommage aux gens morts, que ça soit des zombies ou des... Alors c'est magnifique, et alors j'ai adoré le fait que justement quand arrive une scène, on peut spoil ? Ouais. Ok, quand arrive la scène où la mère, Jodie Comer, grande actrice, décède. Donc il nettoie le crâne, le petit met le crâne sur une espèce de petit présentoir, c'est magnifique, c'est très joli, c'est une belle scène en vrai pour le coup. Et j'ai bien aimé le fait que dans la salle et même autour de moi, les gens avaient plus tendance à se sentir mal à l'aise devant une scène comme celle-ci, alors que dans le fond je réfléchissais, je me suis dit mais là je viens de voir un gars se faire déchiqueter la cage thoracique, je viens de voir des gens en plan 360 se faire transpercer le cœur, etc. Techniquement c'est pas censé être ça le pire truc que j'ai vu dans le film. Et pourtant, c'est ça qui me met pas mal à l'aise, mais qui me met une impression bizarre. Alors qu'au final, effectivement, c'est peut-être la chose la plus pure qui se passe de tout le film. Ouais. Même si c'est perturbant à notre échelle, parce que oui, c'est vrai que nous, on nettoie pas les crânes des gens quand ils meurent, mais c'est vrai qu'à l'intérieur du film, c'est peut-être la chose la plus pure et la plus saine qui puisse se passer, quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette dichotomie. Ouais, c'est ça aussi, le renouvellement de l'imagerie. Enfin, en tout cas, Danny Boyle, je trouve que c'est un réalisateur qui pense toujours
au contexte du cinéma dans lequel il fait ses films. Ça, quand il fait Trainspotting à l'époque, ça parle des jeunesses punk de ces années-là, mais aussi du cinéma où il fait un film très énervé, très cut. Et puis quand il fait Trainspotting 2, là où les personnages sont plus vieux, où on est plus dans un côté fin de cette époque, un peu d'insouciance et début des problèmes, tout ça, le film est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et là, dans 28 ans plus tard, il le fait limite dans le même film, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on est dans un rythme ultra effréné, ça ne s'arrête jamais, ça court. Et puis ensuite vient la seconde partie du film, on va dire, où... Alors encore une fois, on est dans l'imagerie balourde de Garland, c'est-à-dire que quand il est première partie avec le mec, c'est avec son père, pardon, c'est genre l'énergie masculine, donc ça tabasse, machin. Seconde partie, c'est la douceur de la femme, de la mère. Ça peut être un peu énervant pour certaines personnes, je peux l'entendre. Mais il y a quand même quelque chose de... C'est quand même sublimé dans la mise en scène, je trouve. C'est le problème que j'ai avec les films de Garland, c'est que du coup, il y va à fond. Et que là, je trouve que Danny Boyle arrive à le faire un peu plus subtilement. Ouais. Mais du coup, on rentre dans une partie beaucoup plus douce du film. Les plans sont beaucoup plus calmes. Il y a moins de violence. C'est un truc que les gens n'ont pas aimé, ça d'ailleurs, j'ai vu. Comme quoi, il y a moins de violence dans la deuxième partie. Ouais. Okay. Il n'y a pas assez de meurtres. Oui, d'accord, oui. Bon, après... Ok, ouais, voilà. Oui, Ça renforce le choix de Ralph Fiennes au final. Ça renforce totalement le choix de Ralph Fiennes. Mais en plus, je pense que dans la première partie, il y a... Enfin, il fait esprit d'accentuer tout ça. Et il y a aussi ce côté, ce côté où on montre le côté militaire de la chose. Ouais. Avec tout ce qui est endoctrinement des enfants sur l'île, parce que du coup, c'est... Ouais. Les personnes que l'on suit vivent dans un village sur une petite île. Qui peut être une allégorie de la Grande-Bretagne, peut-être qu'une allégorie avec le Brexit. Bon, il peut y avoir beaucoup de choses. En vrai, ouais, avec le côté repli identitaire, le côté identitaire sur une île et pas trop de. Enfin, les gens à l'extérieur, on leur parle plus trop. L'exemple avec Ralph Fiennes, par exemple. Oui, même Ralph Fiennes, on le fait passer pour un mec bizarre, complètement fou. Voilà. Alors qu'en fait, c'est... Oui, alors que... Ouais. Je dirais pas le plus sain, parce qu'il a l'air quand même... il a l'air quand même toqué du Skoka. Que ça soit physiquement ou... Mais après, le personnage est incroyable. Moi, j'adore ce personnage. Moi, oui, c'est vrai qu'il est enduit de bétadine, comme s'il allait se faire opérer demain matin 6h. Des dents de sagesse. Il a pris sa petite douche à la bétadine. Mais oui, j'avais peur à un moment que ce personnage vrille pour de vrai et que ça parte dans un oh mon Dieu, en fait, l'éternel truc du film de zombies, les vrais méchants, ce ne sont pas les hommes. Et il est assez intelligent pour pas aller là-dedans. Et c'est très rare, en fait, dans un film grand public de zombies, qui plus est une suite, de faire une fin aussi anticlimactique. Parce qu'il faut le dire, la fin... elle n'est pas spectaculaire. C'est une fin au contraire. On nous promet... On a l'impression que les zombies, en fait, vont ouvrir la porte et vont... Moi, au début, quand le film commence, je me suis dit, bon, à la fin, leur petit havre de paix, c'est les éternels films et séries de zombies, dans Walking Dead, etc. Ils ont réussi à avoir un semblant de paix, mais un jour, ils vont sortir et les zombies vont les suivre. Et ça va être la guerre. Et ça va être... Là, ce que montre le film, c'est que il y a le personnage de Ralph Fiennes qui en est sorti. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y a aussi du coup le garçon qui décide d'en sortir aussi. Qui décide d'en sortir, d'aller faire sa vie. Mais ça aussi, c'est l'amour de... C'est Danny Boyle, c'est tous ses films, c'est des histoires de fuite en avant sur des personnages qui ont besoin d'indépendance, quitte à sacrifier le côté confort, c'est sortir de sa zone de confort, mais pour de vrai. Au final, c'est des persos qui ont besoin d'accepter la mortalité, la mort, etc. Donc, je suis d'accord avec toi. Au final, je comprends que ça puisse emmerder des gens, mais je dis pas que la mort de la mère était nécessaire dans le film, mais en fait, elle est nécessaire au développement du petit, si on veut qu'il évolue au cours du film. Et c'est vrai que du coup, ça paraît presque, entre guillemets, logique que après qu'elle meure, il décide de rester parce que en fait, il ressent plus le besoin d'être enfermé. Je sais pas comment dire. En fait, c'est peut-être ce qu'il essaye de dire aussi avec l'île.
qui a l'air très charmante par ailleurs, mais qui du coup est constamment du coup enfermée, qui vit un peu en autarcie, façon un peu Pont-Levis. En plus, il le montre à chaque fois avec les montages. Oui, et le nombre de moments où il montre des espèces d'images moyenâgeuses. Enfin, voilà, on sent vraiment que c'est un peu. Il y a aussi ce poème, j'ai noté le nom de Rudyard Kipling, Boots. Qui est un poème en fait, c'est Boots, the war is none, qui était un mantra, qui était inspiré. J'ai noté, j'ai pris des notes, ce n'est pas issu de mon cerveau, mais en gros c'est un poème inspiré de la guerre des Boers qu'il y a eu en Afrique du Sud en 1899, donc les colons anglais contre les colons hollandais pour avoir l'Afrique du Sud. C'est très intéressant. Et du coup il y a cette mise en abîme là. De le côté un peu colon contre natif, et en même temps les natifs sont pas vraiment des natifs non plus, et en fait cette espèce de guerre pour des terres qui n'appartiennent à personne. Et je pense que ces images que je disais tout à l'heure de prés avec des arbres, avec des zombies dedans filmés comme si c'était des vaches sauvages. Faudrait qu'au final, la Terre, elle leur appartient. C'est ça. Enfin, c'est pas qu'elle leur appartient, elle est à tout le monde. C'est ça. Et ces plans-là, ils sont hyper poétiques. Et vraiment, j'étais dans le cinéma, je me disais, mais attends, mais c'est génial, ça. J'ai vraiment des plans très... Ça, pour le coup, dans les films de zombies, même s'il y a des films de zombies dont le propos est, comme j'ai dit tout à l'heure, le vrai méchant, c'est l'homme et le blablabla. Je trouve qu'on n'a jamais filmé le zombie comme ça, comme faisant partie d'un tout. De la nature, quoi. Et c'est en ça que le film est ultra intéressant, et le propos de Danny Boyle, parce que ça vient pas du scénario, c'est typiquement mise en scène. C'est juste, dans la façon de filmer les zombies, il y a quelque chose de très doux, et quelque chose de filmer ça parce que c'est là, et ce côté, tout est nature, tout est univers, le zombie est né pour une raison, et aussi monstrueux qu'il puisse être à nos yeux, il fait maintenant partie de la nature et de l'univers, et il doit être filmé comme tel, quoi. Et c'est très intéressant. Voilà. Non, c'est vrai. Mais au final, le choix du petit en fait de partir peut paraître, comment dire, au moins un petit peu logique, parce que enfin voilà, comment dire, ça paraît con en fait, mais une fois que t'as plus peur de mourir, tu peux effectivement prendre le risque de sortir et de voir un petit peu ce qu'il y a autour de toi, etc. Et je pense que le petit en a assez à la fin de vivre en... de toute façon, encore une fois, je pense que le petit, il est dans l'endoctrinement depuis tout petit, sur cette île où, depuis tout petit, il s'entraîne à tirer à l'arc sur des personnages qui ressemblent du coup à des zombies. Il y a aussi le fait que lui, il pose des questions à son père du genre, si on marche loin, est-ce qu'on peut ne plus voir la mer ? Oui. Non mais c'est fou. Oui, mais c'est vrai. Et du coup, ça rejoint ce que je veux dire. Il y a un moment donné dans la deuxième partie, donc où le garçon et sa mère rencontrent un militaire suédois, du coup qui a été envoyé sur l'île pour faire des rondes de quarantaine, qui a des technologies, voilà, il a avec lui un téléphone, il a des technologies plus importantes, et c'était juste pour dire que c'est une partie que j'aime un peu moins. Je suis d'accord, parce que je trouve ça un peu lourd. Oui, c'est très lourd. Je trouve ça très lourd. C'était... La blague sur sa meuf qui a de la chirurgie esthétique. Ouais, voilà, par exemple. Non, mais bien sûr que c'est marrant. Mais il y a un rire gras, mais après tu te dis, est-ce que... Enfin, oui. C'est un peu... Je trouve ça un peu lourd et bête. Mais quelqu'un meurt en fait à un moment dans le film. Oui, mais justement, c'est justement le moment un peu convenu. Oui. Ça, il rencontre un nouveau personnage qui est un militaire un peu con, oui, il va mourir. Qui est un peu con parce que lui, il a toujours été avec des nouvelles technologies. Oui, voilà, c'est ça. Et il rencontre des personnes qui n'ont jamais vu ce genre de technologie. Et au final, ça dit pas grand-chose, je trouve, sur le... Enfin... Et c'est intéressant parce que là, je pense à Alex Garland qui a, du coup, parce que la deuxième partie de 28 jours plus tard se passe dans une base militaire, et c'est là que vont se passer les pires choses. Donc c'est vraiment les militaires qui vont vouloir violer les deux femmes qui sont dans le truc, qui vont être ultra violents, qui torturent même des zombies, qui sont d'horribles personnes. Et là, on retrouve ce personnage du militaire un peu con. Mais je sais pas ce qu'il veut en dire, en fait. Ouais. Je comprends pas à quoi sert ce personnage, je comprends pas quelle est
qu'est-ce qu'il porte, quelle est son utilité dans le propos. Je comprends son utilité dans le scénario, aussi inintéressant que je trouve que c'est. Même s'il y a quand même des scènes, même si comme toi j'ai ri, la blague, la chirurgie esthétique, j'ai un peu ri, j'avoue, tu vois, mais... Mais dans le propos, est-ce que... je sais pas. J'ai même réfléchi à... Non, mais en fait, je comprends, je me suis posé la question aussi, je me suis même dit, est-ce qu'il est suédois, du coup, il y a un lien entre la Suède, l'Angleterre, j'ai un peu... Mais honnêtement, j'avoue que j'ai pas encore compris pourquoi. Après, je pense que de toute façon, dans le film, c'était nécessaire de montrer à un moment le surgissement d'un personnage qui n'est pas de cet univers, juste pour montrer à quel point la différence est grande entre... eux qui vivent complètement reclus et lui. C'est ça que je disais dans le côté un peu balourd de Alex Garland, c'est ça justement, c'est qu'on a compris. Oui. C'est genre tu n'es pas obligé de mettre un personnage. On a compris qu'ils sont complètement reculés, arriérés, qui n'ont pas. Enfin, c'était pas obligé de rajouter cet arc-là. Après, bon, il est dans le film. Au final, sa meilleure utilité, c'est de pouvoir. C'est que grâce à lui, on peut savoir comment le monde à côté vit et t'as cette espèce de dialogue par contre intéressant où il parle de son ami qui est livreur je crois, etc. Et du coup au moins ça rend le truc intéressant de se dire que ok, donc pendant que ces gens-là sont en train de galérer avec des zombies, il y a un mec qui est les Uber Eats sont repartis, on continue à exploiter les gens, etc. Ça reste un petit peu intéressant effectivement, au moins pour ça. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas très subtil, mais après mais intéressant de voir que aussi le prochain film de Alex Garland est sur la guerre en Irak. Donc, d'accord. Je sais pas quel est son point de vue sur les militaires. Il avait l'air de les détester en 2000. Il a l'air d'un peu moins les détester aujourd'hui. Je m'interroge. Je n'émets aucune accusation envers Alex Garland, mais je m'interroge sur... Parce qu'en même temps, le perso... bref, on va pas faire 50 minutes sur ce perso-là. Sur ce perso qui, en plus, amène à la scène du train. Oui. Avec les... Oui. Oh là là. Ah oui, c'est vrai qu'en vrai, le troisième acte, il est... Il y a des choses que je trouve gênantes. Franchement, il y a des choses que je trouve il y a la scène de l'accouchement. La scène de l'accouchement... Moi, j'ai ma théorie. J'ai ma théorie, et je pense qu'elle servira pour le 2 et le 3, c'est que, je pense que vous avez peut-être la même aussi, c'est le fils de l'alpha, non ? Soyons honnêtes, parce que vu comment il court après, pour moi c'est certain. Ça doit être son enfance, pas possible autrement. Oui, pour moi c'est certain. Alors oui, il y aura sûrement quelque chose dans les suites. Moi, ce que j'espère, c'est que dans les suites, il parle plus du tout du village et il va vers autre chose. Du coup, je pense qu'ils vont être obligés d'en parler parce que le bébé est là-bas à la fin et je pense que le bébé a quand même une utilité. Moi, j'aime bien le côté, le bébé est déposé dans le village, ce villageois, on n'en parle plus. Le bébé, c'est bien, c'est Marcelino, c'est cool. C'est bon, mais... c'est le patient zéro en fait, le gars. C'est celui qui va sauver tout le monde. Je sais pas pourquoi je peux. Non, peut-être pas. Tu théorises là. Ça peut tellement être le cas. Je le sens venir. Le fils de l'alpha qui pourrait potentiellement avoir un pouvoir en plus que les autres et tout. C'est vrai que j'étais pas trop fan de la scène aussi. En fait, j'ai pas compris son utilité, mais pourquoi pas. En fait, ça va encore plus dans le propos que tu disais de oui, on fait alliance avec la nature. Comment dire, tu vois, en fait la nature suit son cours et oui, les zombies peuvent apprendre 28 ans après leur apparition à copuler et à faire des enfants. Oui, ça paraît entre guillemets logique. Et puis il y a le côté découverte scientifique où en plus les enfants des zombies ne sont pas des zombies à part de ce que oui c'est mais parce qu'ils les ont pas encore mordus. Non, mais moi j'aime bien ce côté. Moi ça me dérange pas le côté un peu magique de oui, 2 zombies font un enfant et c'est un enfant non infecté. Pourquoi pas ? Mais en fait, c'est le moment où ça va être expliqué qui va me gaver, je pense. C'est ça. En fait, le fait d'initier ça dans un film pour avoir oui, voilà, c'est ça. Ça m'a supporté. C'est pour ça que je te disais, genre, je boucle la boucle à la manière de 28 ans plus tard, que je disais que comme je savais pas qu'il allait avoir que c'était une nouvelle trilogie, quand j'ai vu qu'il allait avoir des suites, j'étais un peu déçu de me dire du coup moi qui prenais ce film un peu comme un film qui avait dit ce qu'il avait à dire, tout ce que j'ai dit dans le podcast, ce que j'en pensais, de comment je l'avais interprété, tout ça. Au final non, tout ça, tout ce qu'il a montré n'était qu'une mise en place d'une nouvelle trilogie. Et voilà, ça m'a un peu déçu. Oui, non, mais je comprends. mais je suis quand même il y a quand même des scènes qui m'ont marqué. Je trouve qu'il y a des images magnifiques dans le film. Voilà, comme on en a parlé depuis le début, on a dit ce qu'on avait à dire. Vous avez quelque chose à ajouter sur le film, peut-être, Sergio ? À la limite, du coup, oui, je voudrais juste revenir sur Fiennes, Ralph Fiennes, qui
qui mérite au moins de... Enfin, en fait, je sais pas, je trouve que c'est peut-être le personnage le plus intéressant du film au final, parce que c'est celui qui a le plus su s'acclimater des zombies, quoi. Et je sais pas comment expliquer. J'aimerais beaucoup le revoir dans les autres épisodes. Je sais pas si ça sera le cas. Après, je pense qu'on verra le village, donc on le verra lui. Et j'espère pas. Désolé, mais j'espère pas. Le village, tu veux pas? Le village, mais ils ont mis Aaron Taylor-Johnson, c'est sûr qu'ils vont le remettre en vrai. Ouais, ils ont pas mis Aaron Taylor-Johnson. J'espère qu'il va partir sur autre chose et ça, cet arc-là, pour parler comme les Jones, est terminé. Oui, mais c'est vrai qu'il remet souvent un petit peu les mêmes images maintenant que tu le dis, parce que du coup là, 28 jours plus tard, c'est vrai qu'il y a tout le temps un peu la mention de... Mais je sais que dans 28 jours plus tard, le premier zombie qu'on voit est un prêtre, il me semble. Oui. Et là, la scène du début, j'y pense, avec le prêtre qui accepte complètement de se faire dévorer, etc. Il y a je sais pas quoi, mais il y a quelque chose dans ce côté acceptation de l'ordre nouveau que sont les zombies. J'aime beaucoup cette scène d'introduction. Juste à cette échelle-là. On n'en a pas parlé, mais cette scène d'introduction... Enfin, on en a parlé dans le sens où ça boucle avec la fin, mais... Oui, la scène d'introduction est peut-être la meilleure scène du film en vrai. Ah, c'est possible. C'est peut-être... Enfin, avec les enfants mis devant les Teletubbies. Mais qui ressemble d'ailleurs à... Non, rien à voir, pardon. Très bien. Parce que j'ai oublié le nom du réal, j'ai oublié le nom du film. C'est Sombre, le film, je crois que ça s'appelle. J'ai oublié le nom du réal. C'est un film français qui commence en fait par un documentaire, enfin en tout cas des images documentaires du réal qui a tourné des réactions d'enfants devant un spectacle de marionnettes. Ah, et tu sais, en fait, des spectacles des marionnettes, les enfants, il faut qu'ils réagissent. Et du coup, il y a des moments où ils font « Attention, derrière toi, machin ». Et en fait, c'est un film ultra glauque sur un tueur en série. Et en fait, au début, il commence par une scène d'introduction, sauf que tu vois pas le spectacle des marionnettes, tu vois que la réaction des enfants. Et donc, du coup, c'est ultra flippant. T'as juste des gosses terrifiés qui font « Attention, non », et tout. Okay, et je pense, et c'est peut-être une petite ref, c'est peut-être parce qu'on a vraiment, bon là ils réagissent pas à ce qui se passe à la télé, malheureusement c'est l'inverse, ils réagissent à ce qui se passe dans la vraie vie, mais ils sont obligés de regarder, ils regardent la télé quoi. C'est les Teletubbies en plus, donc je pense qu'on est une génération qui a un peu grandi avec les Teletubbies. Ah bien sûr, donc, Tinky Winky, c'est comme mon père. Et Po évidemment, on n'oublie pas Po. Gypsy, n'oublions pas Gypsy. Gypsy le boss. Quel boss? Le roi, hein. Bien sûr. Le roi de ce monde, Gypsy. Bien sûr. Et sans Gypsy, il n'y a pas de Kenji Girac, il faut le dire. Waouh, je suis pas sûr que c'est cette vanne. Je suis pas sûr que c'est cette vanne, mais... c'est toi qui montes, tu te démerdes, tu la coupes, tu la gardes, moi j'assume tout. Venez me chercher. Bien sûr que ce sera gardé. Et n'oublions pas le bébé dans le soleil, évidemment. N'oublions pas le bébé dans le soleil, c'est fou. C'est vrai, c'est quand même... Oui. J'ai essayé de trouver du lien à pourquoi il a mis Teletubbies. Bon, après, ça peut paraître logique, parce que les gosses de cette époque-là, etc. Oui, c'est générationnel. Mais le pourquoi... En fait, tu sais, à la fin, le personnage, du coup, le gosse qu'on a vu au début, revient avec des gens qui ont à peu près son âge. Donc je me suis dit, ah ok, donc c'était les petits avec qui regardaient Teletubbies. Parce qu'en plus, ils ont tous une couleur différente et tout. Je me dis, ça peut être drôle, il y a une espèce de renvoi. Ils reprennent les codes. Ah, c'est vrai ça. Ils reprennent les codes de ce qu'ils regardaient, etc. Sauf que, dans mes souvenirs, dans la première scène, ils se font quand même tous massacrer. Les enfants, je crois qu'ils sont morts. Ouais. Et je pense que oui, c'est le seul à réussir à s'enfuir. Okay. Donc je pense pas que ce soit malheureusement pour eux. Après c'est peut-être lui vu qu'il est le chef de la bande qui leur a dit vous vous habillez dans les couleurs des c'est possible. Je ferais exactement la même chose d'ailleurs. Le maillot de Nice. Il a forcé, tous en rouge et noir. Il a forcé ses potes à regarder les Teletubbies pendant une invasion zombie, ce qui est exceptionnel. J'adore. Mais oui le côté c'est vrai que j'avais pas pensé au miroir de 20 jours plus tard qui commence aussi par le premier infecté qu'on voit est un prêtre. Et du coup, toujours des liens un petit peu foutraques, mais tu vois, là où par exemple dans le 1, il commence, enfin les images d'archives avec lesquelles il te bombarde le plus, mais vraiment limite subliminale, c'est des images, il me semble, de violences policières. Oui. Et c'est vrai que j'ai pas encore j'ai compris ce qu'il essayait de me dire, mais je vois qu'il essaye de créer du lien là, mais en mettant du coup des images, entre guillemets, d'archives de château fort, pont-levis, etc. Oui, mais c'est les colonies. Oui. En gros, c'est les Anglais qui vont essayer de récupérer des terres, les colons anglais de l'époque de l'Empire britannique qui vont récupérer les terres habitées maintenant par les zombies, quoi. Ok. Ce qui rendrait du coup le choix, et ça par contre j'ai beaucoup aimé aussi,
dans le film de jamais montrer la mort d'un zombie comme quelque chose de purement gratuit, comme peuvent le faire certains films. On sent que c'est quand même, il y a quelque chose derrière le fait de tuer un zombie, même si c'est un zombie, etc. Parce que c'est un truc dont s'en sortent souvent les films. Ils disent, mais ils n'ont pas de conscience, etc. Et je crois que le film te le dit à un moment. Non, le film ne le dit pas, mais Aaron Taylor Johnson, le personnage, dit ça, et le fils, on voit qu'il n'y croit pas un mot. Exactement. Le père, par contre, lui, est comme ça quand il dit il faut tuer ce zombie qui est déjà pendu par les pieds, par exemple. C'est ça. Alors, et j'aime justement le fait que le petit ait cette espèce d'âme de. Voilà, il s'y refuse, il a du mal, etc. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. De toute façon, il arrive, encore une fois, il arrive à sortir de cet endoctrinement qu'il a depuis tout petit. Ouais. Mais oui, très très intéressant. 28 ans plus tard, en tout cas, pour moi, c'est une réussite. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Oui, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires sur Spotify, sur YouTube. Ouais, dites-nous si vous avez ri à la scène de la chirurgie esthétique, si vous êtes des gros beaufs ou si vous êtes woke. Choisissez votre camp ce soir. J'ai même pas dit, mais suivez-nous sur Instagram. Hein. Bien sûr. Drapeau Rouge Podcast. Exactement. C'est sur Instagram, ça fait plaisir, on se rend compte qu'on parle pas tout seul. N'hésitez pas. Suivez-nous sur Spotify aussi. Spotify, Apple Music, Deezer. Mettez 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et mettez des commentaires ou envoyez-nous des DM. Voilà. Pour nous donner vos avis, vos commentaires. Bien sûr, réagissez, ça fait plaisir. C'est toujours intéressant. Et ça nous permet de tendre gentiment vers la seconde partie de l'émission. Alors, une petite pastille. Avant ça, pour être honnête, à la base, dans cet épisode, on voulait parler du grand déplacement de Jean-Pascal Zadi. De Jean-Pascal Zadi. Qui faisait du coup, voilà pourquoi on parlait de Solaris après, le rapport à l'espace. Bon. Je suis allé voir le film. Voilà. Et j'ai trouvé le film sympathique, une bonne comédie, mais il n'y avait pas grand-chose à en dire. J'ai trouvé qu'il y avait plus de choses à dire sur 28 ans plus tard, que je suis allé voir la même journée. Mais j'ai quand même envie d'en dire un petit mot, parce que le film fait un bid astronomique, sans mauvais jeu de mots. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je vois passer des choses sur X. Alors, c'est pas un bid tant critique, hein, c'est surtout qu'il n'y a personne dans les salles. Quoi. Ah oui. Donc, c'est même pas, les gens ne savent même pas si c'est bien ou pas. Et personne un peu critique aussi de ce que je vois passer. Mais bon. Mais oui, alors que le film est, je trouve, franchement sympa. C'est Jean-Pascal Zadi, donc c'est toujours très drôle. Ça manque un peu de blague à mon goût. Je m'attendais à rire plus. Le film fait 1h20. Mais en fait, le majeur problème du film, c'est que c'est la première fois de ma vie que je vois les retours de la production sur le film. C'est-à-dire que je vois tous les moments où ils lui ont dit « Moi, cette scène, on n'en a pas besoin, coupe-la. Ah. » Et du coup, il y a des ellipses où je me dis « Ah ouais, mais là, en fait, il y avait quelque chose qui était écrit et on n'a pas voulu le financer. » Et il y a des trous très bizarres de scénario dans le film. D'accord. Qui peut faire une petite transition avec le film suivant, d'ailleurs. Tout à fait. Produit par Gaumont. Okay. Donc, c'est dommage parce que quand le film, pour le coup, il y a des scènes, des scènes dans l'espace, le design du vaisseau, rien ne fait cheap. Ça, c'est assez impressionnant de voir un film français aussi bien réussi, en tout cas qui a mis les moyens dans un ticket pour l'espace. C'est vrai, d'un ticket pour l'espace. On pense à en plus, on a toute une imagerie, africaine, parce que du coup, l'histoire du film, c'est que on découvre une nouvelle planète habitable et on envoie une équipe africaine. Donc, il y a un Sénégalais, un Camerounais. On dirait le début d'une mauvaise blague. Qui sont dans un vaisseau spatial. Et donc, on a toute une nouvelle imagerie avec des nouvelles têtes des acteurs et des actrices qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc déjà, ça, c'est très rafraîchissant. Le casting est super. Même Claudia Tagbo. Franchement, moi, Claudia Tagbo, je ne suis pas son plus grand fan. Dans le film, elle est très bien. Tout le monde est très bien dirigé. Et en fait, on a des super images. C'est tourné pas mal en Côte d'Ivoire. La station spatiale est en Côte d'Ivoire. Et même quand ils arrivent, spoiler, sur la nouvelle planète, on a une esthétique crédible. On a même, c'est très joli, de belles images. Le seul problème, c'est que ça dure, je pense, 9 minutes. Quoi. Ah. C'est-à-dire que les scènes sont très courtes. Voilà, c'est un peu l'écriture. On sent que l'écriture a été charcutée. C'est dommage. Parce que Jean-Pascal Zadi, moi, c'est
C'est un mec qui me fait beaucoup rire en tant qu'acteur. Je trouve qu'il a un vrai talent, qu'il a vraiment une patte à lui, qui propose toujours un univers original. Et là, pour le coup, dans Un grand déplacement, il le fait. Il propose encore une fois un style décalé, un autre ton. Et c'est juste dommage que le film soit un peu... Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il a voulu faire des sacrifices. Oh là là, tiens. Est-ce qu'on viendrait pas de citer le nom d'un film? Et oui, de ce bon Andrei Tarkovsky. Ivanovitch, je crois. Andrei Ivanovitch Tarkovsky. Je crois. Ouais. Ah, c'est pas mal Ok. ça. J'ai peur que ce soit une énorme... Oui, un tox. oui, Si c'est un tox, je couperai. Andrei Ou pas. Ivanovitch Tarkovsky. Oui. Du coup, nous allons discuter de Solaris de Andrei Tarkovsky, sorti en 1972. Oui. Tout à fait. Je Je pense que pour nous trois ici, on le considère comme un très grand film. Oui. D'où le fait qu'on en parle Bien aujourd'hui. sûr. C'est un immense film. Non, bon, j'allais faire le... non, mais Solaris de Tarkovsky, moi, j'ai d'abord vu la version de Soderbergh. que je n'ai jamais vu, pas encore en tout cas. Parce que j'adore. Je sais que vous l'avez pas vu, on va pas en parler. Ici aussi, Bien sûr, on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est juste pour redire un peu l'approche que j'avais du film. C'est que je vois le film de Soderbergh en premier, ensuite je lis le livre, puis je vois la version de Tarkovsky. Donc c'est... tu as lu le livre, je ne Ouais. sais pas. À l'époque, en fait, j'avais trouvé le concept dingue de cet océan qui scanne ton cerveau et t'envoie des réminiscences de ton passé matérialisées. J'avais trouvé ça tellement fou. Ça m'avait hanté. Et je m'étais procuré le livre, je crois, le lendemain du visionnage. Et j'avais été... le livre est incroyable. Le roman est magnifique. Petite anecdote. Donc, le roman de Stanislas Lim. Petite anecdote, il déteste l'adaptation d'Andrei Tarkovsky. Enfin, l'adaptation, c'est pas vraiment une adaptation, c'est plus une inspiration qu'une adaptation d'ailleurs. Ouais, bah en fait. Après, j'ai pas lu le. Mais ce qui est marrant, je crois que c'est que Stanislas Lem, il a dit. Et quand la version de Soderbergh est sortie, la seule déclaration qu'il a faite, il a dit. Et dire que je trouvais l'adaptation de Tarkovsky catastrophique. Mais de toute façon. Oui, mais de toute façon, en fait, c'est parce que c'est très drôle le livre. En fait, c'est vraiment deux mondes qui s'affrontent parce que le livre est ultra mathématique. Oui, d'accord. C'est très terre à terre, justement, c'est très précis. Il y a moins le côté humain. Il y a zéro, c'est des 0 et des 1. D'accord, ok. En fait, c'est clairement un livre écrit par un scientifique. Ouais. Il y a littéralement des passages dans le livre, genre, je sais pas si c'est un chapitre sur 2 ou un chapitre sur 3, qui sont vraiment juste des données spatiales, scientifiques. Tu ne comprends rien pendant 5 pages. Le gars dit température 0, moins 5, latitude, machin, il fait tant de degrés. Tu ne comprends rien pendant 5 pages. Donc Mais du coup, moi, ça m'avait plongé dans une espèce d'incompréhension métaphysique. Et le livre, je crois que je l'ai lu en 1 ou 2 fois parce que je ne comprenais rien à ce qui se passait, mais en fait l'incompréhension te met un peu dans la peau du personnage principal j'étais perdu en fait. D'un coup c'est des chiffres, des trucs, et puis ma femme, mon ex-femme décédée et qui s'est suicidée à cause de moi. Au final, je pense sincèrement du coup que c'est peut-être ça qu'il a pas aimé chez Tarkovsky, et peut-être, alors du coup j'ai pas vu celui de Soderbergh non plus, je vais vite faire retracer, donc moi je l'ai vu il y a je sais plus, une petite dizaine d'années, j'ai adoré, enfin très grand film, et j'ai beaucoup aimé justement l'aspect non science-fiction du film. Oui. Genre Tarkovsky qu'il déteste la science-fiction, je ne sais pas, mais il avait pas envie de s'en tracasser, quoi. Et bah, même il y a ce documentaire connu qui s'appelle Viaggio del... Putain, je l'ai plus. Voyage dans le temps en gros, mais en italien, j'ai peur de dire une bêtise. Putain. Avec Tonino Guerra qui du coup était un scénariste aussi. Et il y a un passage dans ce documentaire où Tonino lui pose une question sur Solaris et Andrei Tarkovsky lui dit j'ai mon seul regret dans Solaris, Tempo di Viaggio, c'est ça. Et donc il y a un documentaire en gros où ils parlent et ils discutent pendant qu'ils sont en train d'écrire, je crois que c'est Nostalgia.
Et donc quand il lui parle de Solaris, la seule chose que Tarkovsky dit, c'est « Je regrette immensément d'avoir pas pu supprimer tous les artifices possibles de science-fiction dans le film. » Et je pense que c'est pour ça que, je vais pas déformer le nom de l'auteur, Stanislas Lem a détesté le film. C'est qu'en fait, je pense que Tarkovsky n'en avait rien à foutre de pas de la plupart du matériau de son bouquin, mais ce qui a intéressé Tarkovsky, c'est l'idée que tu as aimée, que j'ai aimée, etc., qui est cette espèce de planète cerveau qui te permet de revivre, etc., mais qui est du coup une partie purement... c'est de l'abstraction, quoi. On est en train de... Il fabule sur ce qu'est possiblement l'univers, sur ce qu'est possiblement la Voie lactée et ailleurs, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé justement le fait que du coup, il s'en tracasse pas des données techniques, etc. Et que même après coup, les rares choses un petit peu techniques qui lui restent, on va dire purement science-fictionnelles, qui sont quoi ? En gros, le vaisseau, l'espèce de cabine dans laquelle il y va, quoi, qui est je crois que c'est un espèce de petit faisceau... de lumière, etc. Oui. Enfin, quoi, c'est des petits artifices, quoi, c'est pas grand chose. Après, de toute façon, ce qui l'intéresse Tarkovsky, c'est tout le côté humain. Ouais. Tout le côté humain, le rapport à la nature, le rapport à la terre. C'est tellement beau. Enfin, pour moi, c'est un des plus grands films de science-fiction. Du coup, j'en parle maintenant, mais pour moi, c'est pour cela qu'il y a une magnifique scène, la scène où donc le personnage d'Ariane, la femme, observe le tableau Les Chasseurs dans la neige de Bruegel. Et quand tu vois, du coup, Tarkovsky s'attarde sur plusieurs détails du tableau et surtout sur les animaux, sur les arbres, sur la neige, sur les personnages qui jouent dans la neige, sur la glace. Magnifique tableau de toute façon. Et je pense que ce qui intéresse, c'est pour ça que Tarkovsky, ce qui l'intéresse, c'est vraiment ça, le rapport à l'humain, à la terre. Il y a cette scène où il y a tous les tableaux du coup de Bruegel, parce qu'il n'y a pas que celui-ci, il s'attarde sur celui-ci, mais il y a tous les tableaux de Bruegel. Je crois que c'est une série qui s'appelle Les Saisons, je crois, de mémoire. Et pour moi, ça représente du coup la nostalgie qu'ont les personnages sur les cosmonautes, la nostalgie de ce qui se passe sur la Terre, parce que les chasseurs dans la neige, ça représente la vie. La vie sur Terre. Ça représente tout ce qui est sur la vie sur Terre. Et là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il y a un autre film dont le titre est le nom d'une planète fictive qui joue sur les émotions des gens, qui s'appelle Mélancolia, et de Lars von Trier, qui utilise aussi ce tableau en référence, il le dit lui-même, à Solaris de Tarkovsky, pour lui par contre montrer la mort qui arrive plus que la vie, où dans ce tableau il fait tomber les oiseaux. Bien sûr, mais de toute façon Lars von Trier qui a répondu toute sa filmographie à Tarkovsky. Bien sûr, c'est une réponse. Il n'a fait que ça. Ce n'est que des réponses. Il n'a fait que ça. Qui est mais oui, c'est vrai que le lien est intéressant, et je voulais rebondir juste sur les chasseurs aussi, sur la nostalgie de la terre. Oui. Ce qui est au-delà, en tout cas, parce que à ce moment-là, Tarkovsky ne sait même pas qu'il va être chassé entre guillemets de sa terre natale, puisqu'il la quitte, j'ai regardé, il la quitte à la fin des années 70, donc il n'est pas encore... Et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on peut... Donc du coup, c'est rétrospectif, mais le côté Tarkovsky qui quitte sa terre natale, c'est un peu comme le personnage de Chris qui quitte sa maison pour rejoindre l'espace. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la fin, donc le dernier plan de Solaris, qui est donc le personnage qui se rend compte qu'il ne rentrera plus jamais vraiment chez lui, c'est le même plan final que Nostalgia. Oui, exactement. Qui est le personnage qui se rend compte qu'il ne rentrera plus jamais chez lui, qui est qui est en fait Tarkovsky, qui à l'époque ne peut plus retourner en URSS, et qui se rend compte qu'il ne pourra plus jamais rentrer chez lui. Et au moment où il fait Solaris, c'est ça qui est fou. Peut-être qu'il le sent. Je sais pas, j'ai pas trop. J'avoue que je voulais faire des recherches, j'ai oublié. Pardon, public. Après, je sais que c'est le début. Solaris, oui, c'est le début des embrouilles. Des problèmes où du coup l'URSS lui a envoyé le film. Eux lui ont répondu avec une liste des choses à supprimer. Oui. Et il les a pas du tout supprimés. Non, il les a pas enlevés. Mais je trouve ça dingue que ce soit parce que je crois qu'il déménage. Il déménage dans une maison un peu à l'image de celle qu'il y a dans Solaris.
J'ai oublié comment ça s'appelle. Oui, c'est un nom particulier. C'est un nom particulier en Russie, ce genre de petite maison dans la campagne. Il déménage avec sa femme à cette période-là. Et en fait, toute sa vie derrière, il a pourchassé ce truc de... Oui. Il a été nostalgique toute sa vie. Et je pense que c'est ça aussi qui montre avec le tableau du chasseur, c'est cette nostalgie de la vie d'avant, de la terre qu'on a dû quitter, des gens qu'on a perdus en chemin, qui ne reviendront plus. Et dans cette scène, c'est fou parce qu'elle dure quoi ? Elle dure peut-être 10 minutes. Oui, après il y a le moment de lévitation aussi. Oui, voilà, et ça suit avec le moment de lévitation, qui est le moment de l'amour pur entre les deux. C'est une des plus grandes scènes. Sort du bac. Bah oui, bien sûr. Lars von Trier aussi, qui l'a reprise. Qui a repris cette chanson de Bach à un moment donné. Mais qui est incroyable, cette musique. Bien sûr. J'ai lancé le film avant-hier en me disant j'étais pas trop motivé, il était tard, j'étais un peu fatigué et tout. Et première seconde, en fait, il est tellement fascinant de A à Z. Ouais. Je voudrais juste dire aussi, du coup, j'ai revu je l'ai pas revu, mais du coup, je l'ai quand même revu il y a 1 an, je crois, au Max Linder. Ouais. Oh. Et j'ai beaucoup aimé justement cette partie du début, mais je pense que c'est pour créer du lien avec Bruegel l'ancien. Quand justement il passe vraiment facile 10-15 minutes au début à filmer la nature, etc. Je vais pas lui prêter des intentions qu'il a pas, mais cette espèce de façon qu'il avait, mais je pense que c'est très russe, ils sont très poétiques ces gens-là dans leur cinéma, mais la façon qu'il avait d'essayer de créer du lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, oui, en essayant de te dire que... parce que du coup, aujourd'hui, les scientifiques vont dire c'est la fractalité, il y a des pétales de fleurs dans un arbre et dans une matière rocheuse, etc. Bref, en fait, il y a de tout dans tout, donc ça, certes, c'est une nouvelle façon rationnelle qu'on a de dire ça, mais lui, il le voyait d'une façon si poétique, je trouve. Il te filme les plantes, je crois que c'est des tournesols, je sais plus. Et que, justement, 1h30 après, quand tu es en plein dans l'espace, quand tu vois les plans, ce qu'il essaie de te construire, même avec la planète, etc., les renvois qu'il arrive à faire entre, ne serait-ce que les plantes, les fleurs, les plans naturels qu'il a au début, et un truc qui se trouve à c'est des années-lumière du coup. Ouais. C'est tellement beau et c'est tellement pur, je trouve. C'est une façon de faire du cinéma, mais c'est de l'anticipation en fait plus que de la science-fiction. Qui disait qu'au final c'est presque pas du... Enfin, c'est pas que j'appellerais pas ça de la science-fiction, mais en fait je crois que je préfère ce type de film où c'est juste un artiste qui va décider de donner son point de vue sur ce qu'il imagine être l'anticipation de l'humanité, etc. Et là, on peut au moins faire un rapide rappel à 28 ans plus tard, parce que c'est un peu ça aussi. Tu vois, c'est juste... toute proportion gardée. Mais c'est des artistes qui décident de se dire, OK, hypothétiquement, là, dans 20 ans, qu'est-ce que j'imagine possible pour l'humanité. Et Tarkovsky étant Tarkovsky, il voyait quelque chose de très poétique. Moi, j'adore les Russes, même dans leurs livres et dans leurs films. Là, du coup, je t'en avais parlé, là, Il est difficile d'être un dieu. Où, au final, c'est ça, en fait. C'est ils ont un postulat qui ne sert que à faire divaguer, réfléchir, à parler de ce qui se passe. Du coup, je pense dans Il est difficile d'être un dieu, je vais massacrer le nom du réal, donc je vais pas le dire, mais qui est un film adapté d'un livre du même auteur que Stalker, en gros. Donc on est dans le même registre qu'adore Tarkovsky. Et donc ça raconte l'histoire de, je crois que c'est en gros un groupe de scientifiques qui arrive dans une planète lointaine, dans laquelle une population, une humanité s'est créée, mais elle n'en est encore qu'à l'état, entre guillemets, du Moyen-Âge. Donc elle n'a pas connu la Renaissance, etc. Et donc les scientifiques arrivent et observent, etc. Et tu vois, c'est des postulats, mais si perchés. Au final, tu sens que, et c'est même pas dit méchamment, mais tu sens qu'en fait, l'intrigue ne va servir qu'à l'artiste à raconter ce qu'il veut raconter, quoi. Je sais pas comment dire. Comme dans Stalker, qui était... Exactement. Qui a un pitch... Au final, ça tient sur deux lignes, entre guillemets, et pourtant, il y met du sien, quoi. Chaque personnage est un petit peu Tarkovsky, tu vois, et là, du coup, Solaris, c'est complètement lui, au final. C'est vrai que j'avais pas fait ce lien avec le mec qui est complètement isolé de chez lui et qui finit par s'inventer un chez lui ailleurs, etc. C'est ça, des réminiscences et d'ailleurs, il y a ce qui est devenu aujourd'hui cliché. Je vais venir sur une petite théorie que je vais vous soumettre sur Solaris. Pas une théorie, mais une réflexion
que je me suis faite sur l'océan. J'ai aucune manière de formuler qui va pas faire passer cette réflexion pour un truc bizarre, mais soyez avec moi, restez avec moi. Je te sens. Le côté est-ce que bon alors là du coup ça tient plus de Stanislas Lem que de Tarkovsky, on va dire, mais le côté océan qui scanne tes pensées et qui te donne à voir ce que tu as envie de voir. L'algorithme TikTok. Ok, non mais oui, c'est vrai. Je le dis en blague. Le dis en blague. Flood. Mais après, bon, je pense qu'à l'époque, c'est en gros un peu la société de consommation. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un océan solaricien constant, en fait. Plus que jamais. Et c'est un océan qui essaye de te rappeler à des souvenirs. Des souvenirs, voilà. Souvent, tu n'as même pas, mais oui. Les inventes. Souvent, tu n'as même pas certains de ces souvenirs, mais on veut te les préfabriquer. Oui, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, c'est un personnage qui dit de toute façon, il peut y avoir des personnages, des visiteurs, comme ils sont appelés dans le film, des visiteurs qui viennent du subconscient et que les personnes ne reconnaissent même pas. Ouais. Bah, qui est un peu comme. Et c'est fou parce que j'utilise pas mal TikTok en ce moment à des fins de recherche. Pas du tout. Très bien, tu fais t'as en écriture d'une thèse sur. Ouais, exactement, pas du tout. Je suis un doom scroller horrible. Mais et en fait, je trouve ça fou que l'algorithme TikTok comprend instantanément quel type de vidéo tu aimes regarder et te les met. Mais l'algorithme va aussi vite d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas comme à l'époque l'algorithme YouTube que t'as regardé 3 vidéos sur le cinéma et du coup toute ta vie va te conseiller des vidéos sur le cinéma. L'algorithme TikTok te suit à la vidéo près. Il s'adapte. C'est-à-dire que un jour, par exemple, je sais pas, demain je dois aller à Disneyland Paris, je vais regarder des TikToks sur Disneyland Paris. Le lendemain, du coup, il va me donner des TikToks sur Disneyland, sauf que moi, entre-temps, je veux plus les voir. Donc je zappe. Je n'aurai plus jamais de vidéos sur Disneyland Paris. Et du coup, on est dans un... Je sais pas si l'auteur y pensait au moment où il a écrit le livre. Dans Black Mirror. Mais ça, d'ailleurs, petit coup de gueule sur les gens qui disent la vie c'est Black Mirror ou la vie c'est Handmaid's Tale. C'est l'inverse en fait. C'est l'inverse. Voilà. C'est Black Mirror qui est comme la vie. Voilà, arrêtez de dire ça s'il vous plaît. Bref. Oui, voilà, c'est ça. Fin de la parenthèse de la parenthèse. Fin de la parenthèse de la parenthèse. Alors certes, ça devient de moins en moins subtil dans la vraie vie, donc on se rapproche plus des exagérations de la fiction, certes. Mais là, et là, typiquement avec Solaris, c'est ça qui est fou, c'est que peut-être à l'époque, il parle de cette société de consommation qui commence à se mettre en place dans les années 50-60. Mais je pense aussi qu'il parle il parle aussi de comment dire, est-ce que c'est nécessaire tout ça? Oui. Est-ce que c'est nécessaire toutes ces choses d'aller dans l'espace Après, il en parle aussi. Ça, pour le coup, je pense que c'est plus Tarkovsky. Dans le film Solaris, c'est clairement ça, c'est ce qu'il dit. C'est, voilà, pourquoi aller chercher... Je vais me citer Tarkovsky qui dit le cosmos crée des illusions. Bien sûr. Sublime. Magnifique. Mais c'est ce que la fin dit, c'est pourquoi... aller chercher à 10 milliards de kilomètres ce que tu as déjà chez toi. Surtout, je vois bien sur ce que tu as dit Sergio tout à l'heure, mais le dernier plan dans le vaisseau, c'est un plan sur une plante. Oui. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Et oui. Ouais, mais... Et puis il y a aussi le côté... on peut lier aussi à la guerre, qui est un peu... parce que les hommes vont sur Solaris... Et ils veulent le détruire. Mais en fait, c'est tout le... Oui, ils font tout pour le détruire. Au départ, ils partent pour détruire cette espèce de cerveau intelligent. Et la planète répond en envoyant des... Elle répond pas violemment, mais elle répond à la manière finalement d'un bloc états-unien soft power qui, pour éviter qu'on lui fasse la guerre, nous envoie des films et des musiques. Ben là, c'est un peu pareil. Ils nous envoie des trucs pour nous attendrir et pour nous divertir en fait, parce qu'ils sont tout seuls et c'est ce qu'on envoie à Chris, le personnage principal. On lui renvoie sa femme, donc ça lui procure du bonheur, mais en même temps il sait pas trop parce que... Et c'est intéressant, ça lui envoie du bonheur, de la douleur, de la nostalgie. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses et puis le côté miroir du film où tout est un miroir de tout. En fait on peut donc Ariane, qui est son ex-femme,
les visiteurs sont qu'en fait des reflets de l'âme des personnages. Oui. C'est pas vraiment Ariane, c'est Bien pas sûr. vraiment sa femme, D'ailleurs, c'est on se lui. reconnaît même pas en Mais voyant ça, la cette scène, elle est dingue. voilà. La scène où on lui montre une photo d'elle et elle dit c'est qui, je ne me reconnais pas. C'est dingue. Oui, non, j'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est juste pour dire aussi, je pense que du coup, quand la planète Solaris, du coup, envoie tous ces personnages dans le vaisseau, il y a un peu ce côté aussi. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui, dès le début, te dit que le but de la mission est inutile et qu'il aurait limite mieux fait de pas y aller, quoi. Enfin, du coup, je vois le. J'ai lu c'était Fellow qui disait qu'il y a une volonté de répondre à 2001 avec Solaris. Alors que dans le fond, je pense que les deux films racontent la même chose, je sais pas, mais j'avais vu quelqu'un qui avait fait une remarque intéressante qui disait que Kubrick se sert des humains pour partir dans le côté abstraction totale de ce que peut être le cosmos, etc. Alors que Tarkovsky fait un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il dès le début, il est déjà dans l'abstraction, mais en fait, il s'en sert que pour creuser les humains et leur faire comprendre que tout à fait. à l'origine, il n'y avait même pas besoin de vouloir rechercher ce qu'il y a dans le cosmos, etc. Qu'il aurait juste mieux fait de... j'irais pas jusqu'à dire mieux se comporter avec son ex-femme, parce que voilà. Mais dans le fond, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un personnage pétri de regrets qui se rend compte qu'il n'avait pas besoin d'arriver là, quoi. Oui. Parce que je pense pas je pense pas que c'est Tarkovsky qui dit à son personnage qu'il aurait mieux fait de. Oui. Je pense pas qu'il le juge. Au contraire, il s'est passé ce qui s'est passé, et en fait, c'est le personnage qui se rend compte qu'il a mal agi, et c'est plus sur le regret que sur la manière dont il aurait dû agir, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais une fois, qu'est-ce que tu fais de tous ces remords, qu'est-ce que tu fais de ton passé, et en fait, lui s'en sert. Est-ce que tu vas te complaire dans une nostalgie illusoire totale ou est-ce qu'il fait à la fin plutôt que d'avancer? Mais ce plan de fin, il est... Ce plan de fin, enfin il préconise... tu vois, je dis pas qu'il tease des choses, mais tu vois, si dans 10 piges, on se retrouve avec des gens qui veulent que... je crois que ça arrive déjà, mais si à l'avenir, on se retrouve avec tu vois, une humanité qui a besoin de combler un vide ou un deuil je sais pas, en demandant à une IA de reproduire un individu décédé, etc. Je dis pas que c'est des choses qui arrivera, et je suis pas en train de la jouer Black Mirror. On l'a déjà fait. Mais tu vois, ce genre de choses peuvent arriver, et c'est un peu c'était un peu ce qu'essayait de concevoir et de prédire Tarkovsky, tu vois. C'est ce côté, voilà, on va peut-être être berné par... pas par la nostalgie, mais la nostalgie peut être une arme... très utile pour le fascisme, quoi. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ce que je disais quand je parlais de guerre, entre guillemets. C'est totalement ça. C'est comment endormir les gens et les divertir, mais dans sa traduction littérale, limite. C'est-à-dire les dévier de... Voilà. Je n'irai pas plus loin. Et encore plus, du coup, et moi je crois que c'est au final, du coup, en l'ayant revu l'année dernière, c'est peut-être une de mes scènes préférées du réal, du coup, mais cette scène de 10 minutes de trafic de voiture à Tokyo ou que sais-je, je sais pas où c'est, mais vraiment, c'est magnifique. Le fait qu'il s'attarde vraiment sur ça, c'est limite, on dirait du Bob Wilson, quoi. Il te fait durer le truc à tel point que, tu sais, au bout d'un moment, t'es là, oui, je crois que j'ai compris le propos, André, tu peux changer de scène. Non, on va rester. Tu vas aller voir ces voitures, tu vas comprendre que le cheminement derrière, tu vois. En fait, de ces voitures naissent ce que tu vas voir. Bien sûr. Juste après, pendant la prochaine heure, etc. J'adore. Voilà. Non, mais on a pas mal, on a bien parlé. On a bien parlé des deux films, du coup. Enfin, même des trois films, si on parle un peu du grand déplacement. Ouais. Et Solaris, ça reste un chef-d'œuvre. Solaris, immense. Et vive l'anticipation, en fait, juste les artistes qui essaient de prédire, plus que de créer juste de la science-fiction en tant qu'objet, en tant que genre, etc. Voilà, je voulais rebondir aussi sur Kubrick, parce que j'ai lu une des déclarations de Tarkovsky sur 2001, qui sont très intéressantes, où il dit justement que Kubrick, parce que ce que tu disais, tu l'as dit un peu en introduction de ton propos tout à l'heure, au début du film, c'est que il voulait abolir la science. En fait, il déteste le cinéma de genre, Tarkovsky. Ça, je crois que c'est dans Le Temps scellé, dans son livre, cette espèce de mémoire, où il dit qu'en fait, il n'y a pas de Pourquoi faire du cinéma de science-fiction ? Pourquoi faire du cinéma de genre ? Le cinéma est déjà un genre, c'est le cinéma. Et lui veut s'affranchir de tous ces codes-là.
Et en fait, il reproche à Kubrick et aux cinéastes science-fiction en général de faire du déploiement d'artifices. Et il dit que ça ne sert à rien en fait de montrer aux gens des technologies qu'ils ne connaissent pas parce que ça les empêche d'avoir un regard sur ce qui se passe. Et que lui, du coup, ne veut montrer que des technologies qui existent. Oui, tout à fait. Des décors auxquels les gens peuvent s'identifier et pas créer un nouveau monde qui, du coup, dilue totalement le propos. Et donc, il reproche ça à Kubrick et c'est ça la grande différence qu'il y a entre 2001 et Solaris, quoi. Mais en fait, oui, ça fait beaucoup plus sens parce que en fait, je pense que du coup, dans le fond, ce qu'il reproche aussi à Kubrick, c'est, je vais pas dire ses liens avec la NASA, mais tu vois, là, par exemple, là où Kubrick a eu besoin de la NASA pour, du coup, les artifices, comme tu dis, les vaisseaux, etc. En fait, non, t'inquiète. Non, mais c'est plus dans le sens... Non, je suis pas en complotiste sur celle-là. Mais en fait, comment dire, en filmant des vaisseaux, en filmant une façon de... faire la science-fiction, de montrer la stratosphère, la planète Terre de loin, etc. En fait, tu crées une façon, je sais pas comment dire, tu crées une façon de voir chez les gens, de voir comment les vaisseaux doivent être, etc. Alors que Solaris, Tarkovsky n'a pas, je me suis pas renseigné, n'a pas demandé l'aide de Spoutnik, en tout cas, tu vois, pour ses vaisseaux, etc. C'est qu'il a voulu aller au-dessus de ça. Après, je dis pas que, enfin, tu vois, les deux sont excellents, mais Kubrick a quand même eu besoin d'une base, entre guillemets, rationnelle pour après partir dans ses délires, etc. Et on adore. Mais il a eu besoin, tu vois, de vaisseaux, de choses concrètes, de se dire, ok... C'est beaucoup de technologie. Oui, c'est ça. Et en fait, lui a vraiment eu besoin de sortir quand même un petit peu et d'anticiper le futur des États-Unis avant de pouvoir anticiper le reste, alors que oui, ça se sent que Tarkovsky ne cherche pas du tout ça. Il n'a pas envie de savoir ce que va devenir le programme spatial. D'ailleurs. Comment ? Tarkovsky ne montre rien de technologique. Oui. Et les seules technologies qu'il y a pu avoir sur ce vaisseau sont détruites. Oui, complètement vrai. Je pense que vraiment, ouais. Putain, s'il avait vécu et qu'il avait connu le téléphone, ça aurait été fou. Tarkovsky, tu aurais adoré l'iPhone 15 Pro Max. Et tu aurais peut-être tourné ton nouveau film avec l'iPhone 15 Pro Max. Ouais, à la manière de Danny Boyle et de Steven Soderbergh. Tout à fait. Mais que serait devenu Tarkovsky ? C'est intéressant. Hein. Ouais, je me demande. Il a fait 7 films, il a une filmographie parfaite. Moi, je pense qu'il aurait arrêté, il se serait mis entièrement à la poésie. Ouais. Aussi tardivement que son père, du coup. Ouais. Et voilà. Mais bon. Oui, il serait devenu poète, en fait. Il serait devenu poète, totalement. Mais en tout cas... Bah voilà. Oui, parce qu'on pourrait en discuter encore. Oui. On pourrait discuter de ce film et puis même de la filmographie de Tarkovsky. Mais ça viendra, on reparlera. Et des liens entre ces films aussi, parce qu'on n'a même pas parlé du miroir, mais il y a beaucoup de liens avec le miroir aussi. Oui, tout à fait. Oui, j'ai parlé vite fait de Nostalgia, mais il y a aussi, oui. Mais bon, on en reparlera de toute façon. Bien sûr, je mets un point d'orgue à ce que les 7 films de Tarkovsky soient abordés dans cette émission. Oui, non, mais ça d'ici jusqu'à la fin. Je pense que nous sommes sur la même ligne. Oui. Bien sûr. Merci, même monsieur si Tarkovsky. Même si le miroir qui est un de mes films préférés. Bon, bref. Mais bon, vu que le podcast va durer jusqu'en à peu près 2076. Mars 2076. Mars 2076. C'est prévu. Ah, peut-être mai qu'on fasse un dernier festival de Cannes quand même. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Allez. On fait Juin. Allez, soyons fous. 2077. Juin 2077. Pour nos 80 ans. Thierry Frémaux sera-t-il toujours au Festival de Cannes ? Bien sûr, il aura écrit 4 journaux. On plaisante, Thierry, invite-nous pour le Festival de Cannes. On t'adore. Hein. Oui. Sachez d'ailleurs qu'on a créé ce podcast uniquement pour être accrédité à Cannes. Ah oui. Non, mais par contre, il n'y a aucune autre. Voilà. Donc si vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, Drapeau Rouge Cannes 2026. Oui, c'est un rêve à réaliser. C'est un projet. Avec un personnel à chier. Pardon. Ça pourrait être l'intro. Oui, tout à fait. Mais voilà, merci à tous d'avoir écouté encore une fois. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram Drapeau Rouge, ça fait toujours plaisir, ça permet de voir qu'il y a des gens qui écoutent et ça donne de la force et blablabla. Et mettez 5 étoiles sur les plateformes de streaming que vous écoutez parce que voilà, pareil. Ça nous aide. Référencement important. Voilà. Et dites-nous ce que vous avez pensé, si vous avez vu ou pas vu Solaris, si vous allez le découvrir, vos avis sur nos avis, faites de la réaction à la réaction sur 28 ans plus tard. Faites des live Twitch réactions. Et voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Drapeau Rouge. Abonnez-vous, ciao, gros bisous. Salut.
Vous allez voir. L'émission a commencé.